quand j'ai commencé, c'était pas du tout, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était pas du tout, en tout cas consciemment, relié à l'existence de l'œuvre de mon père. À cause de cette situation très particulière qui a été que, comme j'en ai parlé à certains moments, cette absence de relation que j'ai eue avec lui. C'est-à-dire que, comme j'ai pu le dire à certains moments, il vaut mieux un conflit ouvert avec son père, parce qu'au moins il y a quelque chose qui existe, qui est une référence ou quelque chose contre lequel on peut se rebeller. Mais une absence ou une béance est quelque chose d'une certaine manière de pire, parce que on est dans le vide, on est face à un trou noir. Donc en fait, quand moi je commence la musique et que je fais de la musique, c'est pas du tout, bizarrement, pas du tout lié au fait que j'ai un père qui fait de la musique, puisque je m'en rends presque pas compte quand je commence à faire de la musique. Ma mère m'encourage à le faire, j'hésite entre la peinture et la musique, et finalement je vais faire de la musique presque à travers ma passion de la peinture. C'est que moi je joue dans des groupes de rock, j'étudie la musique avec Janine Rueff au Conservatoire de Paris, l'harmonie contrepoint, et ensuite je rentre chez Schaeffer, groupe de recherche musicale, parce que c'est l'époque de 68 et où on remet tout en question et où cette approche organique du son est quelque chose qui est très proche aussi de la peinture abstraite qui m'intéresse, l'abstraction lyrique, Soulage, Hartung, Pollock et tout ça, qui est la texture, le travail sur le matériau. Donc c'est assez peu lié, en fait, au fait à une identité que je voudrais me forger par rapport à mon père. Je réalise maintenant que, par exemple, j'ai réalisé aujourd'hui, par exemple, que la musique de scène m'a beaucoup marqué, sa musique de scène, quand j'étais très petit. C'est-à-dire que finalement, le premier spectacle que je vois est un spectacle en plein air pour le premier festival d'Avignon, et où déjà il y a ce sens de l'espace sur le plan de la musique. Et il a fallu que j'attende aujourd'hui pour réaliser que c'était quelque chose qui a dû me marquer pour que je fasse ce que j'ai fait. Forcément, ça vient pas seulement de là, mais certainement aussi un peu de là. Donc il n'y a pas eu d'idée de me faire un prénom ou quoi que ce soit, dans la mesure où aussi le nom de mon père n'était pas nécessairement, là où je vivais, connu. La musique de film à cette époque-là n'était pas au devant de la scène comme aujourd'hui, donc j'ai pas eu ce problème-là. J'ai jamais considéré d'ailleurs que je faisais des sons et lumières. J'ai toujours eu la vision, que j'ai toujours plus que jamais d'ailleurs, de cette idée du concert qui est un événement qui ne se répète pas. En dehors des tournées, c'est autre chose. Les tournées, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est autre chose. Mais les concerts en extérieur viennent aussi de cette idée et c'est d'ailleurs une idée qui vient de Lyon, alors ça en revanche, c'est-à-dire l'idée des gens du voyage qui viennent, qui posent leur chapiteau un jour, où il n'y a pas de seconde chance pour l'acrobate parce qu'il ne sera pas là samedi prochain, et qui disparaît le lendemain par l'autre bout du chemin. Et moi j'ai passé ma jeunesse au cours de Verdun, devant le cours de Verdun, je voyais les cirques, le cirque Amar, le cirque Rancy, le cirque Pinder, s'installer et puis repartir le lendemain, et ça m'a donné cette vision du concert en extérieur, et effectivement du rapport à l'image, parce que moi je venais aussi de la peinture et de l'image. Et c'est beaucoup plus ça, ce rapport aussi à la ville, le fait de... si j'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais fait de l'architecture. L'architecture a toujours joué un rôle très important. Et c'est finalement ça qui m'a fait... j'ai découvert bien après que mon père s'était intéressé au son et lumière. Il avait d'ailleurs créé un des premiers sons et lumières pour le château de Chambord, au début des années 50, je l'ai appris bien après ça. Pour moi, j'approche la musique en me disant j'ai envie de fournir la bande son, et c'est pour moi la définition de la musique, de fournir la bande son du film que chacun peut avoir dans sa tête. Et c'est à partir de là que je vais imaginer une scénographie et une visualisation de ma musique qui est d'une certaine manière un peu l'anti-MTV. C'est-à-dire surtout pas d'intégrer un contenu narratif, mais plutôt de prolonger l'arrangement sonore dans l'arrangement visuel, et de continuer à laisser les gens, grâce à ce qu'ils peuvent ressentir, et sur le plan du son et sur le plan visuel, de se raconter leur propre histoire et de se faire leur propre film. Donc c'est effectivement un peu une activité de compositeur de musique de film à l'envers. Pourquoi j'ai peu fait de musique de film jusqu'à maintenant? C'était première raison, parce que j'ai toujours considéré inconsciemment et consciemment que c'était le territoire du père et que j'avais ma propre carrière
avec les albums que je faisais, avec les concerts, les tournées, etc. Et que c'était pas la peine d'aller sur un territoire qui était déjà très occupé par mon père et d'autres. Aujourd'hui, j'ai un peu évolué, c'est quelque chose que je voudrais peut-être, maintenant qu'il n'est plus là, peut-être continuer aussi pour lui, aussi pour nous, aussi pour... c'est assez nouveau ce que je sens par rapport à ça. Avant tout, ça dépend d'une rencontre. Pour mon père, il y a deux rencontres fondatrices. C'est la rencontre avec Georges Franju, qui va lui mettre le pied à l'étrier dans le cinéma français, où ils commencent ensemble d'abord avec les courts-métrages et ensuite avec les longs-métrages, qui vont donner, on a parlé, La femme aux deux visages, La tête contre les murs, etc. Tous ces films qui sont très très particuliers sur le plan du cinéma français d'abord, mais aussi de la musique de film et de l'approche sonore de la musique à l'image, si on peut dire. Et puis la rencontre avec David Lean, qui un peu plus tard, qui va être le point de départ de sa carrière à Hollywood et d'une nouvelle manière aussi d'utiliser le thème de manière systématique, obsessionnelle, etc. Et donc, ce qui m'intéresserait moi aujourd'hui, c'est justement de continuer ce travail. Et avant tout, donc, c'est une rencontre avec un réalisateur qui aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus difficile, a les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que le problème, notamment pour le cinéma américain, c'est pour ça que c'est le cinéma indépendant qui m'intéresse plus que le cinéma des gros studios, c'est qu'en fait, la plupart du temps, le réalisateur ne décide plus de la musique. Ils ont ce qu'on appelle des music supervisors, c'est-à-dire des gens qui sont chargés d'établir la bande-son, et au fond, les studios se fichent pas mal, au fond, de comment la musique est faite et qui l'a fait, à partir du moment où elle répond à des critères économiques, de décoration du film, et en même temps qui vont améliorer la commercialisation et la qualité du film, bien entendu. Et donc, la liberté du compositeur s'est considérablement rétrécie. Elle n'existe que dans le cinéma indépendant. Malheureusement, je ne trouve pas assez dans le cinéma français. Je trouve que, à de rares exceptions près, au fond, la musique, les réalisateurs de films français sont pas très audacieux. Je trouve qu'ils sont en tout cas moins audacieux que les cinéastes de cette génération-là. Et que finalement, il y a quelquefois des choses qui sont bien, et aux États-Unis de la même manière aussi. Et qu'il y a que dans le cinéma indépendant américain, vous avez des gens qui ont une vraie... Par exemple, on célèbre aujourd'hui à Lyon, cette semaine, Quentin Tarantino. Voilà quelqu'un, même s'il utilise la musique existante, qui a une vision extrêmement précise du son que ces films doivent avoir. Et ça fait partie de son identité profonde. Ça fait partie presque des chromosomes de son cinéma. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça. David Fincher, aussi, récemment avec quelqu'un comme Trent Reznor et Atticus Ross. Pour moi, ça, c'est un très très bon exemple. Cliff Martinez aussi, avec Soderbergh. Voilà des exemples. Et c'est évidemment dans cette direction-là que je voudrais aller et contribuer, si possible, à apporter ma pierre. Quand Thierry Frémaux m'a demandé de faire un hommage, il m'avait déjà demandé ça immédiatement après son décès à Cannes. Et il voulait qu'on organise un concert devant le Palais des Festivals. Je trouvais que c'était trop, et que c'était trop tôt, et que c'était pas le bon moment. Il fallait digérer tout ça. De faire aujourd'hui un hommage à Lyon, d'abord, ça a du sens que ce soit à Lyon, dans notre ville, et que ce soit déjà un hommage de cette manière-là. Ensuite, dans l'avenir, c'est quelque chose que je pense que j'aurais envie de faire, de faire peut-être un hommage musical, et peut-être dans l'intervalle, pourquoi pas reprendre un thème ou une œuvre ou quelque chose. C'est quelque chose qui mûrit en moi et que je voudrais bien faire sur un strict plan émotionnel, je dirais, et affectif. Que sa musique aussi puisse résonner à travers sa descendance, et en même temps aussi puisse continuer à résonner tout court vers un public d'une autre génération. Par rapport à ce que je suis aujourd'hui et la position dans laquelle je suis dans le monde de la musique, ça serait assez facile pour moi de pouvoir justement arriver à exploiter ce catalogue au bon sens du terme. Je parle pas sur un plan économique, financier, je parle sur le plan de l'œuvre elle-même,
y a des tas de choses qui devraient être faites, qui effectivement jusqu'à ce jour ne sont pas faites. J'espère que ça se fera un jour et que je pourrai bien entendu y contribuer.